Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Brelot. Ça va Cécile? Ça va très bien Nicolas. En pleine forme, vous avez passé un bon week-end? Un excellent week-end et vous-même? Ouais, absolument, vous me raconterez ça un peu plus tard. Notre invitée du jour, c'est une artiste, vous allez le voir, qui n'a jamais peur de se lancer de nouveaux défis. Devenue star à 17 ans grâce à une célèbre cathédrale, elle a chanté sur toutes les scènes, y compris parfois déguisée en panda. Elle a aussi enflammé les parquets de danse et s'apprête à partir en tournée dans les églises pour la promotion de son dernier album, Le Chemin. Et le sien de chemin, il est tout tracé puisqu'il passe par notre plateau du Buzz TV aujourd'hui. Bonjour Julie Zenati, merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Le Chemin, c'est le titre de votre dernier album paru il y a 2 semaines. C'est un projet assez singulier, hein. Il est assez particulier puisqu'il est basé beaucoup sur la spiritualité, la croyance, la foi, et il s'accompagne d'une tournée inédite qui se déroule cette année dans les églises. Est-ce que, ma première question, elle va être simple et vous allez la voir venir, 27 ans après la première de Notre-Dame de Paris, les lieux de culte vous collent quand même à la peau, on a l'impression. Mais j'ai l'impression que c'était mon chemin. C'était votre chemin, c'est celui-là le chemin. Ça a commencé dans une cathédrale. Et ça a commencé sur le parvis d'une cathédrale. Sur le parvis, exactement. Et là, maintenant, je rentre carrément dans des cathédrales et des églises. Et c'est un projet qui est effectivement très particulier, qui reste œcuménique. Pour moi, c'est important de le dire, parce que il est bordé de spiritualité, de valeurs aussi liées à l'éducation, à l'identité. Mais c'est pas, je ne fais pas de prosélytisme. Voilà. Mais la foi reste quelque chose d'important pour vous. Vous êtes croyante? Non. Pas particulièrement. Non, je crois dans l'absolu, mais je ne peux pas dire que je crois en une seule chose. Mais il y a eu des influences, des religions. Je crois que vous avez une famille assez diverse, hein, c'est ça? Là-dessus, un peu de tous les horizons, du judaïsme, du catholicisme, il y a un peu de tout? Du judaïsme. Oui, judaïsme. Ouais. Judaïsme. Et, en fait, j'ai questionné ma spiritualité, je pense comme à peu près tout le monde, au moment de ce qui a pu se passer le 7 octobre, par exemple, ou même au moment du Bataclan. Je pense qu'il y a cette question d'identité qui nous a vraiment éclaté au visage. Moi, je sais qu'à mon époque, je suis née dans les années 80, et la question de la religion, de l'appartenance, des origines n'était pas une question. On se mélangeait, on racontait nos coutumes, nos histoires. Exactement, oui, on a l'impression que le mélange était naturel. C'était complètement naturel. Pour moi, la France, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une France comme ça. Et au fur et à mesure, tout ça s'est extrêmement durci. Et j'avais envie communautarisé un peu. Oui, complètement, même ghettoisé, j'ai envie de dire. Et j'ai vraiment l'impression, j'avais vraiment le besoin, moi, de questionner cette identité et cette spiritualité au travers de quelque chose qui nous dépasse à tous, qui est et si il y avait des choses qu'on pouvait réinventer, réécrire, réimaginer sur la base de, finalement, dans la religion, on s'aime tous les uns les autres. Certes, ça semble extrêmement utopique, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'élever mes enfants. Et ça ramène la foi, comme l'a dit par exemple l'animateur Arthur, il a dit « j'ai toujours été juif, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, je me sens encore davantage ». Moi, depuis le 7 octobre, je me sens encore plus française. Oui. C'est important de le dire aussi. Et ça, pour moi, c'est important. Et française, ça peut être juive, ça peut être musulmane, ça peut être catholique, ça peut être blanc, ça peut être noir, ça peut être peu importe. Bien sûr. On va poursuivre cette retraite dans un instant, Julie. On va parler de ce nouvel album, Le Chemin, de la tournée qui l'accompagne. On reviendra aussi sur l'expérience d'Als que vous venez de terminer. Ce sera juste après les news médias de Cécile Brelot. Et on démarre ces infos avec la production de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé, qui a réagi aux propos de Thierry Ardisson. Oui, exactement. Donc, je vais vous rappeler les faits, parce qu'il était l'invité en pleine tournée médiatique pour son livre L'Homme en Noir. Thierry Ardisson donc, était face à Léa Salamé samedi, et il a été invité à réagir à des images de Gaza. L'animateur, donc lui, a tout simplement comparé Auschwitz et Gaza. Donc c'est un parallèle qui a été vivement condamné sur les réseaux sociaux dans la foulée. Le lendemain, Thierry Ardisson a tenu à faire son mea culpa dans un communiqué. Il a plaidé qu'il était sous une émotion trop forte, mais d'ailleurs, il n'a pas été le seul épinglé. Léa Salamé a été épinglée pour son inactivité et son non-temps de réaction face aux propos de Thierry Ardisson. Donc c'est la raison pour laquelle la production a, elle, tenu également à réagir hier soir. Je cite, « L'équipe de Quelle époque tient à exprimer sa compréhension devant les réactions et l'indignation suscitées par les propos tenus par Thierry Ardisson. Nous tenons à réaffirmer
qu'en aucune manière la Shoah ne saurait être banalisée. Absolument. C'est le genre de choses qu'on voit quasiment toutes les semaines. Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des jugements qui se font immédiatement. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose sur un plateau, quelle que soit la parole. Comment vous vivez ça et quel est votre rapport aux réseaux sociaux, Julie ? J'ai un rapport assez ambivalent, comme tout le monde. C'est-à-dire, en même temps, je pense que... Vous y êtes parce qu'il faut y être. Parce qu'il faut y être, parce que, mine de rien, c'est une information qui est instantanée. Il y a quelque chose... en même temps de nourrissant mais de boulimique, et on n'a pas vraiment le temps non plus d'enclencher son libre choix tellement on se mange des images et des informations. Et c'est vrai que moi ce que je regrette le plus, c'est qu'on demande à des gens connus ou en tout cas médiatisés d'avoir un avis sur tout. Ouais. Et on peut pas avoir un avis sur tout en fait. Je crois que c'est pas possible parce que c'est aussi une histoire de culture, une histoire d'éducation, une histoire de plein de choses. Et c'est vrai que après le 7 octobre ou le Bataclan ou tout ça, du moment où il y avait une expression qui était faite, tout de suite, on était rangé dans une catégorie de gens. Alors que, en fait, la parole, ça doit être nuancé. Et le problème avec les réseaux, c'est que ça l'est pas. Il n'y a pas de nuance, effectivement. Ouais, c'est ça le vrai problème. On continue. En parlant d'Ardisson, Laurent Baffy a déclaré que dans la période où tout le monde parle, il se trouvait machiste et con. D'ailleurs, notamment, et regretter ses vannes avec les petites chanteuses. Oui, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché? C'est marrant parce que j'ai vu ce passage-là. Vous l'avez vu la séquence? Ouais. Alors, j'ai trouvé ça très chouette qu'il le fasse. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été une petite chanteuse. J'ai fait Ardisson, d'ailleurs. Je devais avoir 19 ans. Voilà, tout le monde en parle à l'époque. Et je me souviens que c'était toujours une situation qui était assez compliquée de se retrouver sur un plateau aussi testostéroné. Oui, c'était pas facile. L'émission durait très longtemps. C'était très long et puis il fallait pouvoir réagir à plein de choses dont on n'avait pas forcément la connaissance. Puis tout d'un coup, on appuyait sur le bouton et c'était à vous, mais il était déjà 2h du mat. Et en fait, moi, je me souviens pour le coup d'un Baffy extrêmement bienveillant à mon égard. Ah oui. Et ouais. Moi, je n'ai pas fait partie de ce lot de petites chanteuses. Voilà. Il l'était. Il l'a été. Oui, je crois qu'il a été relativement. Oui, je crois que ça s'était plutôt bien passé, mais je me souviens vraiment du côté protecteur et bienveillant de Baffy quand il me regardait. Et d'ailleurs, ensuite, on a gardé quelques contacts. Après, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de second degré. Oui. Donc, il y a aussi... Vous aimez bien l'humour, ça peut passer, ce qui est plus dur pour d'autres. Voilà, ce qui peut être moins simple pour d'autres. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai jamais été une chanteuse sexualisée. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. On continue CNews Média. Cécile, on parle de Pierre Lescure qui a balayé les rumeurs de tension dans C'est à vous. Oui, exactement. La bonne humeur dans C'est à vous n'est pas feinte, a-t-il déclaré ce dimanche dans la Tribune Dimanche d'ailleurs, ce 11 mai. Donc des propos de l'acolyte d'Anne-Elisabeth Lemoine qui ont pour but de balayer quelques articles qui avaient relayé certains témoignages anonymes pour parler d'eau dans le gaz sur le plateau du talk show de France 5, ou encore d'une atmosphère vraiment très désagréable. Donc le chroniqueur d'ailleurs qui tient une rubrique qui s'appelle L'œil de Pierre a discrédité les témoignages et a réitéré son plaisir de participer à l'émission. Bon, les gens continueront quand même d'écrire dessus, effectivement. Oui. Ça vous est arrivé de participer à des émissions comme ça en tant qu'invité, de faire la promo? Vous sentiez qu'il y avait vraiment une ambiance détestable, que c'était compliqué? Allez-y, je prends les noms des émissions, comme ça vous... Non mais sans les nommer forcément, Julie, mais c'est déjà arrivé, il y a des émissions qui sont plus désagréables à faire que d'autres. Il y a des moments où on sent que le présentateur ou les chroniqueurs sont peut-être plus stars que l'invité. Ah oui. Donc il y a des moments où en fait on n'est que le faire-valoir d'un animateur. Voilà, mais j'ai pas vraiment de... Vous pensez à quelqu'un, à Cyril Hanouna par exemple? Non, Non, en fait, c'est une question de personnalité. On sent que ça peut arriver. Après, c'est à nous de nous positionner de manière intelligente. Mais oui, ça peut arriver d'être le... Ouais. Il y a des émissions que vous préférez faire, d'autres que vous aimez moins faire. Par exemple, aller au dîner de C'est à vous, chez Yann Barthès, ou même des émissions auxquelles vous avez participé. Il y en a qui étaient plus agréables et d'autres où vous y alliez en disant « Oh là là, ça va être compliqué ». En fait, celle que j'ai pu faire où j'ai pas pris de plaisir, où j'ai senti que c'était compliqué, où c'était un peu piégeant, j'ai décidé de pas les refaire, tout simplement. Et puis après, en ce qui concerne C'est à vous, vous en parliez, extrêmement bienveillant, de l'équipe technique aux gens sur le plateau, franchement. On mange bien, non? Et on mange bien, c'est sympa. Et puis le son est super, c'est super. Et puis moi, le quotidien, j'ai jamais été invitée.
Ah, jamais. Voilà, je peux passer un message. Ouais, allez-y, Julie. Yann Barthès, si vous nous écoutez, voilà, la production de Bamboumi, c'est vrai, jamais invité dans non, je ne dois pas être assez hype, je ne sais pas. D'accord. Je suppose. Bon. Bon, on va passer le message en tout voilà. cas, et on verra si ça fonctionne. Ouais. On termine ces infos médias. Le chiffre du jour, c'est le 11. Oui, exactement, c'est très précis. Pour 11h48, l'horaire affiché sur une application de vidéosurveillance relayée ce dimanche par Karine Lemarchand. Donc l'animatrice a témoigné être la cible de curieux ce week-end, qui était installé aux abords de sa propriété située dans le sud de la France. Elle leur a dit, via les réseaux sociaux bien sûr, « Pour qui vous prenez-vous pour venir faire des photos de chez moi ?» s'est-elle insurgée sur les réseaux sociaux. Elle a même transmis les plaques d'immatriculation. Mais pour conclure, l'animatrice a tenu à remercier son service de sécurité et les services de police. Absolument, et elle a posté les photos, c'est impressionnant. Oui. Les gens vont au portail, ils filment et tout. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous avez déjà eu des histoires comme ça avec les paparazzis, avec la presse, ou avec des fans un peu envahissants? Alors avec les paparazzis, oui, à une époque. Et les fans, des gens qui attendent en bas de chez vous avec des fleurs. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais pas de là à être intrusif dans mon intimité, non, je ne suscite pas ce genre de réaction. Mais quand vous êtes en bas avec des fleurs, c'est flatteur, ça fait un peu peur aussi. Ça fait un peu peur. Parce que ça vous habitez. Voilà. C'est ça, ouais, oui. C'est ça le problème. Oui, ça fait un petit peu peur. Mais il faut en sorte de dire non, mais c'était juste parce que c'est ton anniversaire, et puis ils s'en vont. En fait, c'est assez... c'est marrant, en même temps, c'est très flatteur, et puis d'un autre côté, on se dit, c'est quand même très bizarre. Ouais. Mais pour l'instant... Et même, vous avez été révélé quand même très jeune. Vous disiez que la plupart de vos plateaux, ils se faisaient pour Notre-Dame de Paris, donc il y a presque plus de 27 ans. 27 ans, ouais. Comment on vit cette médiatisation aussi jeune ? Vous étiez au lycée encore, c'est dingue. J'étais au lycée. D'abord, on cache un peu à son entourage, enfin en tout cas à ses copains, parce que c'est un peu la honte quand même de ne pas faire du rap et de faire de la variette. Donc au début, on ne dit pas. Et puis ensuite, c'est les parents qui disent aux enfants, mais ta copine, elle n'est pas dans le truc qui cartonne, là, Notre-Dame de Paris. Tu fais, oh oui, bon, oui, c'est vrai. Et comment on le vit c'est très étrange. C'est un rapport qui est complètement déséquilibré. Et on n'est jamais prêt pour ça, je crois. Même pour les jeunes de la Starac ou quoi, qui savent qu'il va y avoir ça. Nous, on ne savait pas qu'il y aurait ça, parce que Notre-Dame, c'était pas parti gagnant. Mais non, c'est assez compliqué à comprendre, en fait. Aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont mieux armés? On a vu, par exemple, dans Dals, cette saison, vous avez participé, Djungili, qui était au lycée. Pendant qu'il chantait, il avait l'air de gérer tout ça de manière incroyable. Et tous ses potes sont venus et tout ça. Ouais, c'est aussi ça que j'ai trouvé il a dansé avec sa prof même. Il a dansé avec sa prof. Non, vraiment, oui, je pense qu'ils sont plus prêts parce que mine de rien... Les réseaux, tout, ils sont armés, ils connaissent. Et puis, ils n'ont pas de problème avec leur image. Toute la journée, ils se selfient, ils se selfouchent, ils se font... Nous, c'était pas du tout la même chose. Je veux dire, tout d'un coup, de voir sa tête sur la couve d'un magazine, c'était hyper angoissant. C'était, waouh, ok, pourquoi ma tête est là Oui, les réseaux sociaux n'existaient pas, il y a 25 ans, il faut le dire. Ah oui, c'est vrai. Le téléphone portable non plus. Il existait des CD. Enfin, bon, exactement. C'était un autre monde. On a toujours des CD. On adore les CD chez nous, Julie. C'est fini, Cécile, pour les news. Il y en aura d'autres. Évidemment, dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Julie Zenazi. Le chemin, c'est le titre de votre dernier album paru le 25 avril, disponible également sur toutes les plateformes de streaming. En quoi c'est un album fondamentalement différent de tous ceux que vous avez fait jusque-là, Julie? C'est un album qui est fondamentalement différent parce qu'il n'était pas prévu. C'est un album qui est né de la proposition qu'on m'a faite d'aller chanter dans des églises. Et pour ce faire, comme je l'expliquais un peu plus tôt... c'est la tournée qui a lancé... ce qui est drôle, en général, c'est plutôt l'inverse. On fait un album et on part en tournée. Oui. Et oui. Et là, on m'a proposé... j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, pour trouver ma place par rapport à ce lieu-là, ce que je voulais raconter, quel artiste j'étais aujourd'hui, quelle femme j'étais aussi, parce que j'ai quand même 44 ans, je sais pas 12 ans. Et du coup, en moulinant tout ça, je me suis dit que pour être le plus respectueuse possible par rapport à ce lieu et à l'histoire que je pourrais y raconter, il fallait que j'écrive des chansons qui soient justement en lien avec mon identité, ma spiritualité, et puis le pont que je pouvais faire justement avec cet accueil qu'on me fait dans ces endroits. Et c'est comme ça que le chemin est né. En fait, il est né pour être chanté dans des églises. Est-ce que ça vous a encouragé à vous replonger, par exemple, dans
des textes sacrés, dans des évangiles pour écrire? Oui. Bah, quand on écoute et quand on a une petite connaissance de tout ça, on se rend compte que oui, je me suis beaucoup inspirée des évangiles, j'ai relu la Bible, enfin j'ai travaillé. Pour moi, c'était important qu'il y ait une vraie dimension, que j'aille chercher une forme de vérité qui était la mienne. Pour être le plus honnête possible, puisque cet album-là, c'est un peu un bonus. J'avais vraiment pas du tout prévu de faire de disque. Pour moi, j'avais envie de... Je réfléchissais à faire de la musique autrement. Et d'ailleurs, l'album s'ouvre avec une chanson incroyable qui vous a été écrite par Icar, qui s'appelle Païenne. Ouais. Ça, c'est pour vous, c'est pour dire d'entrée, voilà, je fais un album avec des influences mystiques, un peu, voilà, mais je suis païenne. Oui. C'est ça que vous vouliez dire? Oui, pour moi, c'était important vraiment d'être juste et ancrée dans ce que je suis. Je ne me raconte pas un personnage, je découvre cette religion, je découvre ces lieux, je découvre les rites, et c'est un voyage que je fais. C'est vraiment un chemin, c'est-à-dire que je m'approche tout doucement de ces lieux qui, au départ, me semblaient trop grands pour moi, qui me faisaient presque un peu peur, parce que ça fait pas partie de ce que j'ai connu comme couleur, comme chant, comme ambiance. Et j'ai pris énormément de plaisir lors de la première à Paris. C'était fou, en fait. Tout d'un coup, ma voix avait trouvé sa place. Et ça, c'est dingue. Et d'ailleurs, il y a également un titre qui s'appelle « Reste la prière » et vous partagez ce duo avec la violoncelliste Camille Berthollet. C'est vous qui avez envie de faire une collaboration avec elle. Comment s'est dessiné ce duo? Tout simplement, je lui ai demandé. J'avais très envie, j'ai toujours aimé sa fougue. On la voit ici, elle est géniale. Elle était venue sur le plateau ici l'an dernier. Ouais, elle est, avec sa sœur. Et puis elle a, justement, elle aussi, elle fait des ponts musicaux. Et moi, j'aime les gens qui partagent, j'aime les gens qui sont curieux de l'autre. Et elle est comme ça. Et quand je lui ai proposé cette chanson-là, elle m'a dit super, on y va. Et elle a écrit vraiment une partition qui nous a permis de pouvoir faire un duo. Et je suis très très fière d'avoir pu travailler avec elle, vraiment. Est-ce qu'à 44 ans, cet album, c'est aussi, Julie, un moyen de s'interroger sur son propre parcours, sur votre chemin? Vous avez 44 ans, c'est quand même beaucoup trop jeune pour faire le bilan encore, on est d'accord? Ah oui, non, pas de bilan. Non, mais même, je pense que même c'est le chemin, à l'heure de la fin, je pense que je ne serai pas encore sur un bilan. Mais non, c'est une interrogation aussi sur votre chemin, votre parcours jusque-là, pour en arriver là. Ouais. Presque 30 ans de carrière déjà, mine de rien. Bah, presque, enfin 25, c'est pour ça qu'il est sorti un 25 avril, mais on ne l'a pas fait exprès. Donc, voilà. Mais oui, je pense que c'est aussi une façon de se rappeler que j'ai eu énormément de chance et que j'ai fait des rencontres exceptionnelles, que je ne me suis jamais perdue dans la folie aussi de ce métier, qu'aujourd'hui, quand je réécoute mes disques, je suis fière de notre travail, de mon travail, de cette recherche dans l'écriture, dans la composition, et d'essayer toujours d'être au plus proche de ce qui, moi, me fait résonner pour pouvoir le partager avec les gens. Donc, oui, effectivement, le chemin, je parle peut-être encore plus de moi en parlant des autres. C'est vraiment l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc vous nous l'avez dit, cette tournée s'est présentée à vous, donc vous chantez dans les églises, les basiliques, les cathédrales. Comment vous vous sentez quand vous chantez dans ces lieux si particuliers aussi, notamment même pour l'acoustique? Comment on se sent? Petite. Ouais, c'est impressionnant. Toute petite et en fait, moi je pars du principe que ces lieux-là m'accueillent, m'invitent. Donc, il y a toujours un premier temps d'observation, comme quand on arrive chez les gens et on ne sait pas s'il faut qu'on enlève nos chaussures, tout ça. Donc, j'essaie de m'imprégner le plus possible de l'endroit. Et puis, à un moment, grâce au public, il y a quelque chose qui se met en place qui est de l'ordre vraiment de presque, ça fait bizarre de dire ce mot-là, mais vraiment de la communion, dans le sens où moi, je suis au même niveau que les gens. Donc, il n'y a pas la chanteuse avec sa lumière et puis les gens qui la regardent et qui l'idolâtrent. Non, absolument. On est au même niveau. Sur un même niveau. On se tend la main, on partage un vrai moment ensemble. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est un peu
En fait, c'est comme une expérience un peu immersive, parce que comme le son se promène partout, la lumière se promène partout, tout d'un coup, on est enveloppé de son et de lumière. Et il y a quelque chose de beaucoup plus physique, je pense, pour le public, que lorsqu'il est dans une salle de concert. Bon, à part sur un concert de Jul, parce qu'on danse. C'est vrai. Moi, on danse pas. C'est vrai, absolument. Il y a un endroit de rêve où vous aimeriez aller chanter, je sais pas, à Notre-Dame, à la Grande Synagogue de Jérusalem, la Basilique Saint-Pierre de Rome, la Chapelle Sixtine, pourquoi pas, je vous donne des... Wow. Il y a des endroits comme ça où on aimerait... oui. Alors, bon, la chapelle Sixtine. Alors, Oui. les femmes n'ont pas le droit de chanter dans les synagogues. Non, mais alors, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous Les savez hommes, quoi, oui. on Ouais. y va quand même. Ben oui, c'est vrai. J'aimerais chanter où À Notre-Dame, Garou l'a fait pour la réouverture. À devant, Avec le pas temps de dedans. cantate. Ouais, exactement. Moi, je voudrais devant. aller dedans. Ouais, vous aimeriez aller dedans. Oh, oui, je voudrais aller dedans. L'acoustique doit être pas mal, hein, c'est vrai. On Alors, a parlé de vos débuts, bien sûr. notamment avec Notre-Dame de Paris, donc vous incarniez Fleur de Lys, et le plus fou, c'est que vous aviez tout juste 17 ans, vous racontiez que vous étiez encore au lycée. On sait que vous n'aimez pas trop dresser le bilan, mais quels souvenirs vous en gardez ? De la folie. C'était fou, en fait, toute cette période. Tout était nouveau. Je n'ai vécu que des premières fois. Première fois sur scène, première fois en public, les standing ovations, les émissions de télé. C'était un moment fou. Ça a été très, très vite. Mais heureusement, j'avais vraiment de vrais potes. Et on rigolait beaucoup. La troupe d'origine voulait dire avec Patrick Fiori, Garou, Hélène Ségara. Bruno, Hélène. Bruno, et ouais, on rigolait. Mm. Et on rigolait même de cette folie. Parfois, pour aller faire des émissions de télé, on est nous chercher en ambulance. Ah oui Pour passer d'une émission à une autre, pour aller plus vite. parce que le soir, on jouait. C'était dingue. Alors, c'est évidemment la première expérience de votre vie, sans doute l'une des plus marquantes. Vous avez ensuite surfé sur Notre-Dame de Paris pour faire votre carrière, vos albums, 6 fois disque d'or, je le rappelle. Est-ce qu'au final, ça reste une chance ou une petite malédiction que 27 ans après, on vous en parle encore, on le fait encore nous ici, Julie. En gros, vous avez fait le plus gros truc de carrière dès le départ. Oui. Ouais. Eh ben non, pour moi, c'est une chance. C'est une chance. Mais je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai sans Notre-Dame de Paris. Si je m'en sors, n'aurais jamais pu rayonner de cette façon-là si je n'avais pas incarné Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Donc non, et puis comme quoi, tout m'y ramène toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, vous le chantez dans les églises. Je chante dans les églises, donc quelque part, c'était mon destin. Moi, vous savez, je suis un peu comme Garou, je ne voulais pas être chanteuse. Donc c'est arrivé et finalement, je me suis laissée porter et merci Notre-Dame. Non. Ouais. Il y a une actualité qui va avoir lieu le week-end prochain, donc en Suisse, c'est l'Eurovision. Il paraît que vous avez été approché pour représenter la France il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui, 2 fois. Et vous avez refusé à chaque fois ? Oui. Pourquoi ? Parce que je suis une trouillarde. C'est vraiment la trouille, plus, parce que... Oui, c'est la trouille, c'est d'être jugé. Vous aimez votre pays, la France et tout, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, d'accord, mais bon, après, il faut le porter, quoi. Ah oui, c'est sûr. Il faut être en haut du classement, quoi. Et là, c'est tout de suite une compète. C'est pas une compète avec soi-même, quoi. C'est une compète avec le monde entier. Et, qui vote pour ou contre vous. Donc là, c'est un gros challenge. Moi, je trouve ça extrêmement courageux. Enfin, moi, je connais bien Barbara, et, par exemple. Barbara Pravi, qui a fini deuxième. Tout à fait. Et c'est quand même quand on a un mental d'acier et qu'on a envie de conquérir le monde, il faut avoir quand même faut être sûr de soi, quoi. Moi, je trouve ça super et j'ai hâte de voir Louane parce que la mise en scène a l'air complètement folle. Vous suivez quand même, vous allez la soutenir samedi, Louane. D'accord, on est d'accord. Je crois que je me suis remise à l'Eurovision depuis Angoune, je pense. Ouais. Ah oui, exact. Je pense. Qui est votre ami, d'ailleurs. Oui, qui est mon ami. Et depuis ce moment-là, en fait, c'est super, évidemment. C'est une porte sur l'Inter. Oui, Amir aussi, qui avait fait un énorme carton. Super. Moi, je suis sûre qu'elle peut gagner. Vous pensez qu'elle peut gagner? Bah ouais. C'est l'émotion brute, quoi. Il n'y a pas besoin de comprendre. C'est une 48 ans qu'on attend ça, hein. 77, Marie-Myriam, ça commence à dater, là. On est presque à un demi-siècle sans victoire. Hein. Bah c'est bon, là, c'est le bon moment. Il faut là, c'est le bon moment. Là. Alors, la télé, ça fait aussi partie de votre parcours. Vous avez participé à la première saison de Masked Singer, c'était en 2019, dans le costume du panda. Vous aviez fini d'ailleurs 3e, derrière Laurence Boccolini et Karl Zéro. Est-ce que c'est la honte, quand on est chanteuse, de finir derrière des animateurs télé? Je plaisante, évidemment, je vous charrie, Julie. Mais c'est vrai que ni Karl Zéro ni Laurence Boccolini ne chantaient. Laurence Boccolini chante bien, hein, d'ailleurs.
Elle chante a très une jolie bien, voix. et Ouais, d'ailleurs elle chante en fait. Hein. C'est vrai. Carl Zero, non, il chante pas. Non. Mais il faisait le show, hein. Mais il on faisait s'en le show. souvient. Oui, non, c'est pas la honte parce qu'en fait. Je vous taquine, hein, bien sûr. Encore une fois, enfin, je sais quand même. Je vais dire un truc, c'est sûr, ça va être repris. Dites. Évidemment que je chante mieux, je le sais. Oui. Mais peut-être que mon personnage était un petit peu moins funky. Et puis, à un moment, de toute façon, ils m'ont reconnu. Ouais. C'est du moment où ils vous reconnaissent que vous sortez aussi. Enfin, Ouais, bien sûr, ouais. Donc, il y a un moment, ça fait 25 ans que je chante, ça aurait été quand même triste qu'on me reconnaisse pas. Et très rapidement, sur la saison du coup de Danse avec les stars, la 14e, vous avez terminé quand même jusqu'en quart de finale avec Adrien Cabi. Quel souvenir vous gardez de cette expérience ? C'était incroyable. Vraiment, je partais pas. Un défi de dingue. Vous n'avez pas de formation de danseuse, hein, on le rappelle. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Non. C'est vrai. J'ai fait de la danse à l'école. Enfin, à l'école, Oui. quand j'étais petite, pour faire plaisir à mes parents avec un tutu et tout, quoi. Mais non. C'était incroyable parce que ça a été pour le coup un défi qui était personnel, de par mon âge, de par le fait que j'ai 2 enfants, que je suis atteinte d'une maladie auto-immune, que voilà. Donc pour moi, c'était un peu reprendre le contrôle de mon corps en fait. Il y avait pareil, c'est presque un chemin de guérison en fait d'aller jusqu'à Danser avec les stars. Et je me suis éclatée humainement, émotionnellement. Ouais, j'ai passé 12 semaines, 11 semaines incroyables. Parce que vous avez beaucoup progressé, vous êtes celle qui a le plus progressé par rapport aux premières émissions, mais c'est surtout qu'on a l'impression que vous avez découvert quelque chose de vous. Oui. Je ne parle pas que de la danse, de la passion à la danse, mais on a l'impression que vous avez découvert quelque chose sur vous-même. C'est vrai, Julie ? Oui, je crois que j'ai fait le lien entre ma tête, ma voix et mon corps. Je pense que pendant très longtemps, et ça rejoint aussi ce qui m'a protégée quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours fait en sorte de ne pas être une chanteuse sexualisée. Parce que je suis comme ça. Et je pense que, du coup, il y avait toute une partie de mon body qui n'existait pas finalement, et j'avais l'impression qui ne s'exprimait pas. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la tête avait le pouvoir de ranger des choses à certains endroits et de bien fermer à clé à double tour, mais le corps, lui, quand il a besoin de s'exprimer, il s'exprime. Et on peut pas l'arrêter. Et du coup, ça a révélé et fait grandir d'autres émotions, d'autres envies. Et je crois même que ça me fait un tout petit peu chanter différemment. Et du coup, la victoire de Jordan et Lénie, méritée pour vous ou pas ? Ou vous aviez d'autres chouchous en secret ? Oh non, alors... si, je sens que vous allez vous mouiller. Non, parce que j'aimais bien John Gully aussi, parce que je trouve qu'ils ont fait un parcours incroyable. Mais pour moi, si on parle de danse pure et dure, et même d'évolution, parce que les gens disent oui, mais elle savait déjà danser et tout. Oh, d'accord, mais en fait, entre le premier prime et le dernier, elle danse pas pareil. Non. C'est devenu une femme. Oui, c'était les meilleurs. Ah, mais non, mais c'était incroyable. La valse qu'ils ont faite, c'est-à-dire que moi, je pourrais la regarder en replay 253 fois. C'est trop beau. C'est-à-dire que vraiment, non, ils méritent. De dingue, il mérite. Merci beaucoup en tout cas, Julie Zeletti, d'être passée nous voir. Je rappelle que votre album Le Chemin est disponible partout et que votre tournée dans les concerts dans les églises se poursuit. On va mettre toutes les dates d'ailleurs sur la vidéo où on pourra vous retrouver. Merci beaucoup, on vous souhaite une très belle continuation. Cécile Le Buzz revient dès demain. Nous serons avec la journaliste Dominique Lagroux-Sampère. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.